Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, une deuxième séance de rebond pour les indices actions en Europe notamment, avec un gap à la hausse ce matin pour les indices actions européens qui sont emmenés par le secteur bancaire qui fait office de leader ce matin avec une reprise de plus de 4% pour l'indice sectoriel des banques en Europe. Le CAC 40 revient sur des niveaux plus élevés que ce qu'on a pu connaître ces dernières heures, au-delà des 7100 points avec une progression d'1,5% à mi-séance en Europe. Dans le sillage des événements bancaires qu'on peut observer aux États-Unis avec à l'instant une forme de nouvelle garantie apportée par la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, qui estime que les autorités monétaires et les autorités budgétaires américaines pourraient garantir encore plus les dépôts si nécessaire. Et puis côté européen, bien sûr, le marché vit dans le sillage des conséquences du rachat de Crédit Suisse par UBS, ce deal forcé en un week-end par les autorités suisses. Nous y reviendrons avec nos invités dans un instant. Quelles sont à ce stade les leçons que l'on peut retirer de la manière dont le cas Crédit Suisse a été résolu en Europe? David Benamou d'Axiom sera avec nous dans un instant en visioconférence. Et pour compléter la discussion, Raphaël Thuin de Tikehau Capital sera avec nous en plateau pendant cette demi-heure alors que la Fed s'apprête à entrer en piste sur le front de la politique monétaire puisque la réunion du FOMC commence aujourd'hui jusqu'à demain avec une Fed bien sûr qui pilote à la fois les risques pour la stabilité financière et la politique monétaire. L'inflation n'a pas disparu comme ça en claquant des doigts aux États-Unis et il y a donc toujours un sujet de politique monétaire sur la table pour la Réserve fédérale américaine qui pourrait délivrer une nouvelle hausse de taux de peut-être 25 points de base demain soir. Mais d'abord, David Benamou avec nous en visioconférence, associé gérant, cofondateur et directeur des investissements d'Axiom Alternative Investments. Bonjour et bienvenue David. Merci beaucoup d'être avec nous. Prenons les sujets les uns après les autres. La question qui se pose un peu moins de 2 jours après la résolution du cas Crédit Suisse en Suisse est de savoir si ce week-end en Suisse a permis de résoudre plus de problèmes qu'il n'en a potentiellement créé pour demain. Je rappelle quelques éléments qui attirent l'œil quand même quand on regarde un peu froidement la manière dont le cas Crédit Suisse a été résolu. Il a fallu s'arranger avec la loi en urgence via une ordonnance du Conseil fédéral qui a notamment abouti à retirer le droit de vote des actionnaires sur la transaction qui a été scellée ce week-end. Il a fallu créer un ensemble X fois plus systémique que UBS et Crédit Suisse pris séparément, puisque la taille de bilan d'UBS et de Crédit Suisse combinée doit représenter peut-être 3-4 fois le PIB de la Suisse aujourd'hui. Et il a fallu également jeter le doute sur une classe d'actifs clés pour le financement et la structure de capital des banques européennes, depuis la crise Lehman notamment, en effaçant la valeur de 17 milliards d'obligations hybrides convertibles, quand les actionnaires, eux, vont récupérer malgré tout quelques miettes, puisque le détenteur d'une action Crédit Suisse a droit dans ce deal à 0,044 actions UBS. Est-ce que ce deal, David, malgré les imperfections que je soulève, qui étaient peut-être nécessaires, permet de restaurer la confiance au sein du secteur bancaire européen aujourd'hui ? Alors la réponse est oui, parce que Crédit Suisse, ça faisait quand même bien longtemps qu'on savait que Crédit Suisse avait des problèmes, et c'est essentiellement lié au temps que Crédit Suisse a mis pour rentrer dans une phase de restructuration, restructurer sa banque d'investissement. C'était la dernière après Deutsche Bank qui a engagé sa restructuration en 2019 et qui est aujourd'hui redevenue une banque profitable. Deutsche Bank a fait son meilleur trimestre, je crois que c'était le 3e trimestre l'année dernière, historique de toute l'histoire de la banque. Donc, comme quoi, dès qu'on engage une restructuration, si on la prend à temps, on arrive à remettre sur les rails une banque. Donc de ce point de vue-là, le sauvetage de Crédit Suisse met un terme au maillon faible qu'on avait en Europe, donc ça c'est une bonne chose.
Pour le reste, David, sur les points que j'ai pu soulever, est-ce que les imperfections, ce que j'appelle les imperfections du deal ou les arrangements qui étaient peut-être nécessaires, avec, j'allais dire, une horloge qui a tourné tout le week-end pour pouvoir annoncer un deal avant l'ouverture des marchés, est-ce que ces arrangements vont laisser des traces? Est-ce qu'ils vont soulever des questions peut-être de moyen long terme sur le fonctionnement du système bancaire et du système financier en Europe? Alors là, la réponse est oui, parce que c'est à peu près l'inverse de ce que nous pensons que les Suisses auraient dû faire. En 2008, lorsque la Suisse a sauvé UBS, elle a appliqué en fait un système de bail-out en fait très très simple, entrée au capital, déplacement d'actifs compromis à peu près 63 milliards qui ont été refinancés sous la garantie de l'État. La fin de l'histoire, c'est que la Confédération a récupéré des milliards de francs suisses de bénéfices de cette opération et que UBS est devenue une banque normale, profitable et qui a ensuite fonctionné normalement. Là, ce qui a été fait, ça va être très compliqué à gérer. D'abord parce que on crée une banque systémique d'une taille considérable pour la Suisse, avec tous les problèmes que ça va poser. On charge en fait UBS de restructurer la banque d'investissement de Crédit Suisse, et ça probablement que UBS voulait s'éviter cette charge. C'est toujours de la bande passante prise pour le management et les équipes à des choses qui sont compliquées et lourdes à gérer. On crée un overlap considérable sur les salariés. Il y a des risques d'avoir des dizaines de milliers de licenciements de ce fait-là. Donc on cumule vraiment des problèmes en fait considérables sur la nouvelle entité. Et effectivement, au passage, il y a un discrédit qui s'est instauré dans le marché suite à la décision étonnante, contestée d'ailleurs en tout cas par d'autres autorités européennes, de décider de ramener à zéro des porteurs obligataires subordonnés, alors même que les actionnaires vont se faire offrir un prix de cession. Donc là, on a une opération qui est vraiment plus qu'étonnante, qui est probablement une assez mauvaise solution qui a été trouvée, avec des dégâts collatéraux au passage, qui entachent assez largement, je dirais, la réputation à la fois de la FINMA et de la place financière suisse. Oui, parmi les critiques les plus virulentes que j'ai pu lire contre ce deal, beaucoup de critiques viennent de Suisses et d'acteurs suisses eux-mêmes, David. Sur ce marché des obligations subordonnées, ces fameuses AT1, Coco Bonds, etc., ces obligations hybrides qui ont connu un essor post-Lehman, jusqu'à représenter peut-être plus de 250 milliards d'euros de marché aujourd'hui, qui sont devenus des outils clés pour le financement bancaire, pour la consolidation de la structure du capital des banques en Europe. Est-ce que c'est un marché qui existe encore aujourd'hui, David, ou est-ce que c'est un marché qui est mort ? Alors, c'est un marché qui est très important. Ça fait partie de l'accord de Bâle, ça représente à peu près 15% du capital réglementaire des banques, et c'est vraiment une partie du capital stack, entre guillemets, dont les banques ont besoin pour fonctionner. Alors, hier matin, après l'annonce qui a eu lieu dimanche, le marché des AT1 était en très très forte baisse, à peu près moins 15 points. Et puis très rapidement, les autorités européennes et puis aussi anglaises ont réagi, ont publié un communiqué pour expliquer que ce qui avait été fait en Suisse ne pourrait pas être fait dans l'Union européenne ni en Angleterre. Simplement, en fait, on respecte le rang de hiérarchie des créances, et quand une banque fait faillite ou est en difficulté ou fait des pertes, on applique d'abord les pertes aux actionnaires avant de les remonter aux obligataires. Donc suite à cette annonce, le marché s'est stabilisé et ce matin, le marché était en forte hausse, c'était à nouveau assez compliqué de trouver du papier. Donc ce qu'on peut voir là, c'est que le marché a fait la différence grâce à l'intervention, aux déclarations des autorités européennes, ce qui pose la question des banques suisses.
puisque ce qui a été fait ce week-end pose une véritable question sur l'attitude du régulateur en Suisse. Et il y aura probablement une discrimination qui sera entre le prix auquel les obligations subordonnées en Suisse vont traiter et celles dans le reste de l'Europe et peut-être dans le reste du monde. Il y a le consensus de marché, effectivement, David, et qui est soutenu par des aspects légaux. L'idée qu'on ne rince pas des créanciers, aussi juniors soient-ils, avant d'avoir rincé les actionnaires dans le cadre d'une résolution bancaire comme celle de Crédit Suisse. Il y a aussi les aspects contractuels qui peuvent être spécifiques et très différents d'une obligation à l'autre, d'un émetteur à l'autre. David, l'information est publique, hein, je ne trahis pas de secret, mais en tant que spécialiste de l'investissement dans le secteur bancaire, chez Axiom, vous détenez des positions sur ce marché des AT1 et sur les AT1 Crédit Suisse notamment, pour le compte de vos clients. À ce stade, quelle est votre analyse de la possibilité de vous porter en justice sur les décisions prises par la FINMA ce week-end ? Alors, le marché des AT1 de Crédit Suisse, c'était à peu près 10% du marché des AT1. Donc, c'est quelque chose qui est considérable. Donc, il y a énormément de groupes qui sont en train de se constituer. Pour l'instant, c'est un peu trop tôt pour le dire, mais on agira évidemment dans l'intérêt de nos porteurs. Il est très, très vraisemblable qu'il y ait un contentieux qui s'organise sur le sujet parce que, évidemment, les brèches qui ont été réalisées par la FINMA sont vraiment évidentes, que ce soit la hiérarchie des créances ou le principe de no creditor worse off, qui a un principe fondamental hein, qui prévoit que lorsqu'une banque est en liquidation, si l'État décide d'intervenir et de la nationaliser et d'exproprier les porteurs obligataires, eh bien, ceux-ci doivent être indemnisés à hauteur de ce qu'ils auraient touché si on procédait à une liquidation simple de la banque. De toute évidence, Crédit Suisse, avec plus de 14% de capital réglementaire, des ratios de liquidité au-dessus de la moyenne et les autorités répétant à qui voulait l'entendre que la banque était solvable, n'étaient pas dans une situation où ces obligations devaient valoir zéro. Donc, effectivement, il y aura des suites, ça paraît évident. C'est l'argument que Crédit Suisse aurait atteint un point de non-viabilité d'une certaine manière, qui peut être soumis à discussion, à débat et voire à recours juridique. Oui, alors il y aura, je pense qu'il y aura pas mal de points juridiques délicats compte tenu du fait que les autorités ont changé la loi à la dernière minute, mais je crois que le principe vraiment clé, c'est celui que je viens de citer avant, le principe no creditor worse off, c'est-à-dire que si vous liquidez la banque, quelle que soit la question du point de non-viabilité, eh bien l'indemnisation que vous devez aux obligataires doit être au moins égale à celle qu'ils auraient reçue si vous liquidez tout simplement la banque. Qu'est-ce qu'on peut dire pour conclure aujourd'hui, David, du cas d'investissement des banques européennes à ce stade, après les événements qu'on a connus, après 2 jours de soulagement, que ce soit sur la partie action et sur la partie obligataire, comme vous le signaliez, sachant que la valorisation du secteur bancaire côté action est retombée quand même à des niveaux très faibles, pour dire les choses simplement, à des niveaux de crise même, David. Alors absolument, on est revenu à des niveaux qui sont légèrement au-dessus de ceux de la crise de 2008 hein, en price earning, hein, on est à peu près à 6 fois. Donc c'est évidemment extrêmement bas, mais c'est lié à cette affaire Crédit Suisse, aux inquiétudes aussi aux États-Unis. Il y a eu un sentiment de défiance qui s'est dégagé en fait à l'égard du secteur. Mais ce qui est très intéressant, c'est que on est dans un contexte où le secteur bancaire européen est d'abord évidemment extrêmement bien capitalisé, mais surtout est sur des trajectoires de résultats qui sont extrêmement fortes. On a à nouveau atteint un retour sur actif au-dessus de 50 points de base, donc qui étaient les retours sur actifs qu'on avait avant la crise de 2008. Et pareil pour le retour sur fonds propres, on est en train de revenir à des niveaux qui sont entre 10 et 15%. Donc on a une profitabilité aujourd'hui qui est en décalage en fait total avec les valorisations et les sentiments de marché. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on est à quelques semaines maintenant des résultats trimestriels. Donc il y avait la semaine dernière
la conférence de Morgan Stanley, où on avait les premières indications sur les trajectoires de revenus, et les trajectoires de revenus sont vraiment très très bonnes, et pour certaines, au-delà de ce qu'attend le consensus. Donc, on va avoir probablement un très très bon trimestre là sur le secteur, qui probablement devrait soutenir les valorisations et les ramener vers des niveaux normaux. La vérité des résultats. Voilà, ce sera l'enjeu donc pour le secteur bancaire européen, au-delà de ces moments de soulagement post-deal entre UBS et Crédit Suisse. Merci beaucoup pour votre éclairage toujours précieux sur ces situations bancaires. David Benhamou qui est avec nous en visioconférence, associé gérant, cofondateur et directeur des investissements d'Axiom Alternative Investments. L'autre invité qui nous accompagne pendant cette demi-heure en plateau, Raphaël Thuin, le responsable des stratégies de marché de capitaux de Tikehau Capital. Bonjour et bienvenue Raphaël. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Je ne veux pas vous priver de commentaires sur l'analyse que nous a apportée David Benhamou sur la résolution spécifique du cas Crédit Suisse en Europe et de ce que ça implique peut-être pour les investisseurs dans l'immédiat, à plus long terme peut-être, mais il faut aussi qu'on parle de l'autre crise bancaire, celle des banques régionales américaines. Sur la partie européenne, qu'est-ce qui vous intéresse là, 48 heures après ce deal, Raphaël ? Bon, effectivement, c'est un moment important pour le marché et pour le secteur bancaire. On a d'une part un soulagement, parce qu'effectivement, et David Benhamou le disait bien, on avait vraiment la banque malade de l'Europe qui posait problème et son cas semble avoir été résolu. Donc ça, c'est un facteur très positif de soulagement pour le marché, dans un contexte où les banques, on l'a dit, sont très bien capitalisées, sont redevenues profitables et ne sont pas sujettes à des soucis de liquidité. Maintenant, la façon dont les choses se sont déroulées pose question et aura des répercussions sur le long terme. Des répercussions, on va en voir sur le coût du capital des banques. On a mis de la tension sur ce marché des AT1, qui est un marché essentiel pour le roulement des fonds propres, dirons-nous, des banques et le maintien des niveaux de capitaux. Donc ça va être une répercussion à long terme qu'il faudra surveiller. Une répercussion aussi sur la profitabilité des banques. Si le coût du capital monte, la profitabilité baisse. Les taux d'intérêt baissant aussi, on va avoir une dynamique plus négative sur cette dimension profitabilité. Et puis aussi cette thématique de rémunération des dépôts qui est commune à beaucoup des problèmes qu'on a autour des banques aujourd'hui aux États-Unis et en Europe. Probablement que les banques, en particulier les plus faibles, vont devoir essayer d'augmenter leur rémunération des dépôts pour rester compétitives et ne pas faire face à un stress vis-à-vis de ces déposants. Tout ça va rogner les marges. Donc, probablement des conséquences long terme. Et puis, on reste malgré tout avec une espèce de nuage au-dessus de la tête de contagion. Ce n'est pas notre scénario privilégié. On est globalement optimiste sur le fait que les banques sont bien capitalisées et les 15 ans passés à nettoyer les bilans ont porté leurs fruits. Néanmoins, l'état de fébrilité du marché pose question. On est sur un marché qui cherche à comprendre qui sera le prochain acteur en difficulté, qui analyse aujourd'hui les bilans des banques et l'activité sur les dépôts de manière très précise. Et on est peut-être face à une crise bancaire qui n'est pas exactement de la sorte de celle qu'on connaissait dans le passé. Moi, ce qui me frappe, et c'est là où on trouve d'ailleurs un lien et une convergence entre les problèmes de Crédit Suisse et de SVB, quand bien même ces deux banques n'ont rien à voir, des histoires, des cultures très très différentes, c'est la crise des dépôts. C'est un peu ça qu'on retrouve y compris aux États-Unis dans le tissu des banques régionales et qu'on a vu avec Crédit Suisse. Il y a une perte de confiance des clients et il y a une fuite des dépôts. Si on prend la situation américaine, Raphaël, est-ce que toutes les mesures de liquidité, de garantie des dépôts qui sont apportées, renouvelées, confirmées jour après jour par les autorités, est-ce que ce sont les bonnes réponses ? Est-ce que ce sont des réponses qui permettent d'imaginer que la crise reste contenue sans partir en spirale de contagion, comme le risque existe toujours peut-être? Alors, c'est une réponse incontournable, cette idée qu'en garantissant les dépôts, soit davantage, voire même totalement, on allait potentiellement avoir un circuit breaker, une espèce de regain de confiance qui stopperait cette contagion. C'est incontournable. Il faut passer par là et il y a bon espoir que ça puisse suffire pour calmer un petit peu le stress dans le marché. Néanmoins, on l'a compris, on est sur une dynamique qui est difficile à jauger, assez éloignée de ce dont on avait l'habitude.
Souvenez-vous, dans le passé, les crises bancaires, c'était des crises de capital, de solvabilité, de liquidité, de qualité du bilan. On n'est pas du tout sur cette dimension-là. Crédit Suisse était très bien capitalisé, avait énormément de liquidité et a disparu. Donc aujourd'hui, c'est une crise de confiance. Et la confiance, il n'y a pas nécessairement de bouton magique pour la restaurer. On est aussi dans une société, et c'est probablement peut-être aussi une dimension à garder en tête, d'instantanéité. Où finalement vous prenez le cas de Crédit Suisse, il a fallu d'une rumeur sur Twitter à l'automne dernier pour enclencher ce cycle de baisse qui a débouché le week-end dernier. Une société d'instantanéité aussi dans la façon dont on consomme la banque. Aujourd'hui, on peut passer nos dépôts d'une banque à l'autre en quelques clics. Il y a 15 ans, il fallait faire la queue 5 heures dans la rue pour aller chercher des liasses de billets. Tout ça fait qu'aujourd'hui, un petit grain de sable, une petite rumeur, ou j'en sais rien, un actionnaire qui sortirait, pourrait donc déclencher un vent de panique, quelques clics sur votre iPhone et vous êtes sorti. Ça, c'est des dimensions qu'il va falloir un petit peu jauger, dont on n'était pas habitué et qui ne répondent pas nécessairement aux critères de résolution bancaire habituels. Donc on va regarder ça de près. Et on voit bien que les dirigeants sont un peu démunis par rapport à cette situation. Dans la conférence de presse suisse de dimanche, donc Axel Lehmann, le patron de Crédit Suisse, s'est exprimé. On lui a dit mais comment vous en êtes arrivé là? Il met en avant effectivement la rumeur, l'effet réseaux sociaux à travers Twitter, etc. Mais je me dis, si vous en êtes à vous battre contre Twitter ou à blâmer les influenceurs sur Instagram, c'est que vous avez déjà perdu la bataille. C'est que c'est déjà trop tard. Vous le dites bien. Et finalement, cette société de l'instantanéité, cette instantanéité des nouvelles, des flux, des dépôts, elle s'accommode mal du modèle bancaire. Le modèle bancaire, c'est un modèle de stabilité, de linéarité, de confiance. Et là, on est en train de rentrer sur des dynamiques qui sont très différentes. Donc, ça ne veut pas dire qu'on a nécessairement une contagion à venir. Le secteur bancaire est, en particulier en Europe, très bien capitalisé et le maillon faible vient d'être résolu. Aux États-Unis, on ose espérer qu'avec First Republic et une résolution possible à venir, on aura fait le plus dur et là encore, on aura adressé les maillons faibles. Mais on est aussi potentiellement face à d'autres contagion à venir et en tout cas il va falloir être très prudent. Ouais. Le risque de contagion, de réputation, n'a pas changé de nature, mais en tout cas s'accélère fortement à l'heure des réseaux sociaux. Si on en vient à la fonction de réaction des banques centrales, avec la Fed qui commence sa réunion de 2 jours aujourd'hui, est-ce qu'on est encore dans un moment où la Fed peut piloter les questions de stabilité financière en parallèle de la lutte contre l'inflation qui, je le rappelle, c'était il y a 15 jours, ça paraît très longtemps, mais restait quand même l'objectif primordial, impérieux, au point que Jérôme Powell nous disait on fera peut-être à nouveau du 50 ce mois-ci. Est-ce que les deux objectifs en parallèle sont tenables? Pas sûr. Pas sûr, on va voir, ça va dépendre de l'évolution de ces deux fronts, donc le front de l'inflation. Continue-t-on à constater un regain de l'inflation comme on l'a vu sur le début de l'année? Le front des banques, a-t-on avoir une détente sur ce secteur ou pas? Mais effectivement, elles sont antinomiques, ces dimensions. Elles vont à l'une contre l'autre. La dimension inflation, il faut tenir le cap. C'est ce que disait, vous l'avez dit, Jérôme Powell, il y a 2 semaines. L'inflation est revenue. Il parlait à nouveau d'un resserrement monétaire plus actif et le marché s'attendait à 50 points de base. Et ça, cette photo n'a pas changé en 2 semaines, en tout cas pas à l'instant T. Et puis, du côté banque, évidemment, il faut peut-être, d'un autre côté, relâcher la pression. Cette course au dépôt, à la rémunération des dépôts, qui est favorisée par les remontées de taux, coûte cher au système. Aujourd'hui, elle ébranle toute une série d'acteurs. Et si on continue à marche forcée à faire remonter ces taux, on risque d'ébranler d'autres acteurs à l'avenir. Donc là, le chemin est très étroit. On est entre le marteau et l'enclume. Il va falloir trouver un juste milieu, espérer qu'on ne casse rien ce faisant. Mais on a clairement des banquiers centraux qui sont dans une position extrêmement difficile. Est-ce que c'est déjà un moment de panique pour les banques centrales? L'adage des investisseurs est de dire quand les banques centrales paniquent, c'est le moment où il faut acheter. Elles ne sont pas indifférentes à la situation de stabilité financière, ça c'est sûr. Est-ce qu'elles sont pour autant en mode panique sur la politique monétaire? Quand je dis panique, c'est-à-dire qu'on arrête tout, voire
on signale de potentielles baisses de taux, ce que certains investisseurs anticipent aujourd'hui. Alors, c'est ce que les investisseurs disent, effectivement. Quand vous regardez les anticipations de taux, dès juin aux États-Unis, dès juillet en Europe, le marché anticipe des baisses de taux. On peut imaginer que les banquiers centraux mettent le holà sur cette anticipation. Les banquiers centraux ont passé des mois maintenant à expliquer qu'une fois qu'on serait à ce taux terminal, on y resterait un certain temps pour maintenir la pression sur l'inflation et la faire revenir complètement à des niveaux plus acceptables. Souvenez-vous que dans les années 70, c'est ce qui a coûté si cher dans ce combat à l'inflation, c'est que la pression a été relâchée trop vite. Et Jérôme Powell a beaucoup fait référence à cette période et à ces erreurs-là pour aujourd'hui ne pas en tenir compte dans sa politique. Donc peut-être que le marché s'est emballé. Maintenant, la Fed, elle a quand même beaucoup de difficultés aujourd'hui dans son message. Déjà, il y a un problème de crédibilité. On sent que les anticipations d'inflation s'écartent de ce que les banquiers centraux annoncent. Donc ça, c'est un vrai problème. On a un problème de délai, à savoir qu'on sait que ces hausses de taux d'intérêt ne feront effet que 6-12 mois après leur date effective. Donc, est-ce qu'on en a trop fait, pas assez fait? On ne peut pas dire aujourd'hui. Et on ne le saura que quand ça sera trop tard. Deuxième problème. Et puis, troisième problème aussi, un problème d'efficacité. Lorsqu'on remonte les taux aussi drastiquement, de manière aussi foudroyante comme ça a été le cas, on s'attaque très fortement à la demande. Et effectivement, la demande risque de souffrir. Mais on est quand même sur des dynamiques d'inflation qui sont très portées par l'offre. La déglobalisation, la dimension énergétique, la dimension supply chain, tout ça n'est beaucoup moins sensible à cette dimension banque centrale. Donc quand vous faites le compte, crédibilité, délai et cette dimension sur l'inflation, on a clairement des banquiers centraux qui sont dans une position inconfortable. Ouais. Plus contraint que jamais. Qu'est-ce que ça implique pour l'investisseur là? Qu'est-ce que ces derniers jours ont changé ou pas dans les stratégies chez Tikehau Capital, Raphaël? Qu'est-ce qu'on a eu envie de garder, de confirmer comme position, comme stratégie? Qu'est-ce qu'on a eu envie de nettoyer, de couper? Alors, on reste prudent. Là, on va essayer d'avoir un petit peu de clarté sur ce qui va se passer sur le secteur bancaire dans un premier temps. Évidemment, un gros marqueur de marché, le secteur le plus important en termes de sentiment sur le marché. Donc, très important de voir la résolution de cette crise bancaire dans un premier temps. On constate aussi que le mouvement sur les taux a été très spectaculaire, avec 100 points de base sur le 2 ans, plus bas aux États-Unis, 80 points de base en Europe. On a eu un retournement de tendance qui a été dramatique. Peut-être que le marché en a trop fait de ce point de vue-là. Donc, se méfier aussi de cet aspect taux, avec un potentiel de remontée des taux si les données de l'inflation arrivaient un peu fortes. Et donc, cette idée qu'on va se rapprocher gentiment, on l'espère, des moments de redéployer. Les valorisations se déprécient, on est de plus en plus, on se rapproche, on va dire, de ce point terminal en termes de resserrement des taux d'intérêt. Clairement, il va y avoir des signaux à attraper pour pouvoir redéployer. Mais aujourd'hui, dans le contexte actuel, à un moment où les valos restent quand même assez chers, on a envie d'être plutôt prudent. Merci beaucoup Raphaël. Merci pour votre éclairage de marché sur cette situation un peu chamboulée depuis 15 jours maintenant, avec ces épisodes de stress bancaire qui restent sur le devant de la scène et qui restent un sujet de préoccupation à ce stade encore pour les investisseurs. Raphaël Thuin, responsable des stratégies de marché de capitaux de Tikehau Capital, qui était l'un de nos invités à la mi-journée dans Smart Bourse sur Bismart. On se retrouve à 17h en direct.